merci. En tout cas, merci de cette introduction. Effectivement, on est toujours très preneur d'échanger le plus possible avec la médecine de ville, les collègues. Enfin, ça, il faut pas hésiter. Et notamment, effectivement, si vous avez, en règle générale, des besoins d'aborder certains sujets ou d'autres choses, évidemment, on est totalement là et disponible pour le faire. C'était un peu l'idée aussi de cette présentation, un peu de ce soir. C'était un petit peu pour pouvoir vous faire partager un peu cette expérience. De ce qu'on va appeler des gestes gynécologiques hors bloc. Et donc, c'était un petit peu pour vous dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait, et finalement, dans quel but, etc. Et c'est vrai que vous allez le voir en gynécologie, il y a quand même beaucoup de gestes à qui on peut voilà, cibler pour faire cette prise en charge. Et évidemment, vous le verrez, et j'en suis sûr que tout le monde est déjà convaincu que, évidemment, la finalité, évidemment, c'est pour nos patientes qui sont évidemment très satisfaites. L'idée, effectivement, pour rentrer un peu plus dans le détail d'emblée, c'est vrai que finalement, on se pose tous la question, finalement, pourquoi s'embêter à réaliser un parcours hors bloc? On a aujourd'hui une prise en charge de bloc opératoire qui est très codifiée, qui marche bien, il n'y a pas de souci. Les étapes clés, que ce soit dès la consultation chirurgicale, la consultation d'anesthésie, les admissions, le parcours dans les cliniques, etc. En fait, tout est bien codifié et tout marche finalement bien. Et déjà d'emblée, on peut se dire, mais voilà, pourquoi changer ça? Et en fait, vous allez le voir, et j'espère dans le cadre de cette présentation, vous verrez qu'il y a beaucoup de bénéfices, que ce soit directement pour la patiente, et je pense que c'est elle la plus grande bénéficiaire de ces parcours, pour les médecins aussi qui vont moderniser, et j'allais dire dynamiser un petit peu leur prise en charge pour toujours pouvoir optimiser ces dernières pour, bah, voilà, pour nos patientes. Mais également, et vous allez voir, c'est vraiment là qu'il y a l'intérêt, il y a vraiment un cercle vertueux puisque les directeurs aussi des cliniques et des hôpitaux aussi sont assez contents. On libère aussi un peu de la place au bloc opératoire et c'est vrai qu'aujourd'hui, la place au bloc opératoire, évidemment, on le sait tous que c'est vraiment très challenging. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est évidemment très important aujourd'hui. Et encore une fois, bah, pour faciliter le parcours des patientes, et vous allez voir que c'est vraiment le cas. Finalement, la patiente, évidemment, élément central de ce type de procédure, donc, enfin, et de ce projet. Et on s'est posé la question, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter aux patientes à réaliser un parcours au bloc? Quel est le but du jeu? Et évidemment, en santé, en chirurgie, en médecine, c'est le patient qui est toujours au centre, évidemment, du soin. Et donc, c'est, je dirais, à elle qu'il faut s'adresser et donc se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur simplifier la vie? Évidemment, parcours au bloc, moins de stress. On sait que le bloc opératoire, pourvoyeur de stress, c'est un parcours, un endroit qu'on n'aime pas bien. On le sait tous, même nous, euh, les premiers débutants en bloc opératoire, on se sent toujours jamais bien en bloc opératoire. C'est une ambiance particulière. Donc déjà, si on peut le faire au bloc, encore mieux. Faciliter le parcours et ça, vous allez le voir, on va beaucoup le faciliter, enlever plein d'étapes inutiles. Pas de consultation d'anesthésie, ou alors dans des très rares cas qu'on pourra rediscuter. Justement, madame, pas d'anesthésie, en tout cas générale ou anesthésie loco-régionale type anesthésie. On verra qu'il y a quand même parfois et la plupart du temps une petite anesthésie locale, mais donc qui dit pas d'anesthésie très invasive comme l'anesthésie générale ou la péridurale, la anesthésie, etc., qui dit évidemment une récupération bien plus rapide. Compatible avec la vie active, pas d'interruption d'activité, souvent il n'y a pas d'arrêt de travail. On vient finalement comme une consulte. Et c'est vrai que venir comme une consultation, on ne se prépare pas de la même façon comme au bloc opératoire où il y a encore aujourd'hui beaucoup d'étapes, des étapes de jeûne, des étapes préopératoires, des douches, etc. Peu importe. Évidemment, in fine, meilleure satisfaction des patientes et un geste qui est moins invasif. Et ça, de base, dans toutes les spécialités chirurgicales, qui dit moins invasif dit forcément moins de complications. Les médecins, après, vous me direz, mais pourquoi on veut pas les inciter, mais en tout cas les sensibiliser à ces parcours hors bloc? Et bien évidemment, de la même façon, les médecins, si vous voulez, ils ont beaucoup de bénéfices à faire ce parcours. Déjà, puisque comme tout chirurgien, on est de plus en plus confronté soit à une activité bah, qui grandit, donc avec de plus en plus de patientes à qui il faut trouver une plage de bloc opératoire, et on peut se poser la question aussi, est-ce que tous les gestes opératoires au bloc nécessitent tout ce plateau technique? Donc, c'est vraiment ça. Dans le soin hors bloc, on va déplacer donc des gestes qui vont se faire auparavant au bloc opératoire. On va les déplacer
en consultation dans le même prise en charge, mais on va libérer des vacations, libérer de la place, et donc on va permettre de prioriser évidemment les gestes qui nécessitent un plateau technique plus lourd, plus invasif, plus besoin aussi de personnel ou de matériel, donc c'est évidemment important. Plus de vacations, donc aussi, qui dit plus de vacations, moins de délai pour des gestes, qui nécessitent un plateau technique plus important. Et ben ça, évidemment, c'est très important. Évidemment, on comprend tous bien que plus vite on peut opérer un cancer ou quelque chose, à la fois là aussi, tout le monde sera satisfait. Donc évidemment, c'est quelque chose à faire. En consultation aussi, c'est évidemment l'intérêt pour le médecin, parce que finalement, ces gestes hors bloc peuvent s'installer sous deux modalités, soit avoir des vacations comme une matinée de consultation allouée exclusivement aux gestes hors bloc, mais la plupart du temps, et nous, ce qu'on a réussi à intégrer complètement dans un programme de consultation. Donc, je dirais que c'est une consulte un peu plus, mais pas si pire. Donc, finalement, il est complètement intégré dans notre programme et avec l'aide de notre infirmière de consultation qui va évidemment nous être d'une grande aide pour installer la patiente, lui apporter l'information, les gestes de sécurité, comme on reverra. Comme on reverra. Donc effectivement aussi, les médecins ils sont plutôt satisfaits puisque effectivement, quand même tout médecin, je pense, peut se satisfaire de faire un geste qui est le moins invasif possible et donc d'avoir élaboré en tout cas un parcours le plus optimal, qui est la clé du succès évidemment, c'est la satisfaction des patientes et qui, on le voit tous les jours, moins c'est invasif, plus les patientes sont contentes. Donc évidemment, c'est l'intérêt. Le dernier principe, évidemment, c'est le principe ce qu'on va appeler du see and treat, c'est-à-dire qu'à l'époque, enfin à l'époque et même encore beaucoup, on va faire un diagnostic, que ce soit échographique, voire une hystéroscopie diagnostique, déjà beaucoup d'équipes faisaient en consultation, et on va programmer ce geste de traitement dans un second temps, alors que là, on va tout faire dans le même temps, c'est-à-dire qu'une fois que l'échographie nous a donné notamment l'indication de l'hystéroscopie, notamment suspicion de polype ou autre, par exemple dans l'hystéroscopie, on va pouvoir aller faire cette hystéroscopie hors bloc et traiter évidemment la pathologie en même temps. Et évidemment, ça aussi, gain de temps pour la patiente, évidemment. Les directeurs, et effectivement, beaucoup d'écueils se disent, bah oui, on fait pas ça pour les directions, on fait pas ça pour tout le monde, mais finalement, c'est aussi un cercle vertueux, puisque si nous, on est déjà content, que la patiente a un bénéfice, que nous, déjà, finalement, on est content, finalement, si le directeur ou les établissements de santé sont aussi contents, et par extension, on pourrait penser, évidemment, à la sécurité sociale, enfin, la santé, tout ça. Donc, c'est évidemment important. Ça a été permis effectivement depuis 2020 par une actualisation des règles de la chirurgie ambulatoire avec ce qu'on a appelé le virage ambulatoire pour promouvoir vraiment cette chirurgie ambulatoire de partout et notamment dans des actes dits hors bloc qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir avoir une rémunération finalement comme au bloc mais avec la même prise en charge mais qui se fait en consultation quelque part. Donc effectivement, la facturation, elle est comme au bloc, donc il faut effectivement les mêmes conditions. Donc ça aussi, ça rajoute quelques contraintes, évidemment. Pour un établissement de santé, on peut pas le faire en consultation, j'allais dire en ville, sans accréditation, quand même avec une autorisation à la chirurgie ambulatoire ou enfin, un hôpital de jour en chirurgie. Donc ça, c'est la première vraiment condition. Il faut aussi que le chirurgien fasse un compte rendu, tout comme au bloc, un compte rendu opératoire, un compte rendu d'hospitalisation, les protocoles et la traçabilité de la surveillance avant et après geste avec toutes les checklists. En fait, tout ce qu'on faisait déjà au bloc opératoire, que ce soit la suivi du matériel, les checklists avant, pendant, après chirurgie, etc. On fait tout pareil. Donc, en fait, c'est dans les mêmes conditions. On formate vraiment. On ne change rien finalement au geste en lui-même. On l'a transposé en consultation avec toutes les mêmes conditions. Ça nécessite quand même un coût et qui est pas forcément négligeable, hein. Il faut souvent une salle qui est dédiée à ces types d'activités, c'est plus confortable, un matériel dédié, mais finalement qui est pas non plus très compliqué. Et finalement, dans la plupart des blocs opératoires, on a tous pas des vieux matériels, hein, puisqu'on renouvelle finalement pas mal, mais on peut toujours récupérer une colonne de oscilloscopie qui a été un peu remisée, qu'on peut l'utiliser en hystéroscopie. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a fait. Voilà, etc. Il y a quand même des hystéroscopes, etc. Donc voilà. Mais évidemment, l'argument de clé, et eux, évidemment, c'est effectivement, c'est bien plus rentable qu'au bloc. On a beaucoup moins de moyens, que ce soit matériel, humain, moins de temps, donc c'est indéniable. Donc ça, c'est vraiment rien que le besoin de personnel. On va pas avoir besoin d'anesthésiste, on va pas avoir d'une infirmière anesthésiste, on va pas avoir de plusieurs aides opératoires.
Aujourd'hui, on est le chirurgien et notre infirmière de consultation qui va évidemment nous aider dans cette prise en charge. Ça, c'était juste pour donner une idée, pour pas rentrer dans la comptabilité analytique, mais que nous, on s'était un peu pas amusé, mais en tout cas qui était intéressant à faire quand même. Et ça, c'est pour rebondir sur le côté intéressant pour les établissements de santé. On voit qu'aujourd'hui, tous les gestes qui sont faits au bloc sont tous déficitaires pour l'établissement. Aujourd'hui, on ne travaille pas évidemment, et nous, étant un établissement privé à but non lucratif, je veux dire, c'est pas, on travaille pas pour avoir un rendement, on ne travaille pas pour faire des bénéfices, mais il faut quand même, on peut pas non plus avoir une activité médicale sans se soucier des coûts enfin, qu'on inculque, que ce soit au système de santé ou bien à l'établissement. Et là, on voit bien que, à l'inverse, la majorité des gestes qui vont être faits en hors bloc, en fait, vous voyez très nettement, ils sont tous pratiquement avec un bénéfice. Donc là aussi, on est encore une fois plus efficient pour le même geste. Donc c'est vraiment une boucle vertueuse. Tout le monde est gagnant. Finalement, vous allez me dire, bah, finalement, quel geste on peut sortir du bloc? Évidemment, c'est la question sine qua non. Donc, l'hystéroscopie diagnostique, l'ablation de DU, l'exérèse de petites lésions vulvaires, ça, beaucoup d'équipes le faisaient déjà. Et on le faisait aussi vraiment déjà avant de proposer un programme comme ça. Des gestes qui étaient assez simples, pas besoin de beaucoup d'anesthésie, pas besoin de beaucoup de matériel. Et on avait pu l'intégrer dans les salles, notamment de fibroscopie, notamment en partenariat avec nos urologues, pour partager les salles et le plateau technique. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. Résection maintenant de tous les polypes par voie hystéroscopique avec le dispositif MyoSure notamment. Donc là, la majorité des polypes sont de plus en plus, voire on espère à terme, pratiquement faits en consultation. Il reste évidemment, il restera toujours des contre-indications, que ce soit le choix de la patiente, les difficultés opératoires, l'évaluation préopératoire avec le chirurgien pour lequel, évidemment, il faut que toutes les conditions soient bien réunies. La résection des fibromes, on sait aussi les fibromes FIGO 0, FIGO 1, ceux qui font saigner, ceux qui sont aussi potentiellement à risque pour la fertilité, ceux-là aussi, on peut les réséquer en hors bloc sous anesthésie locale. Donc ça, c'est super. L'exérèse de synéchie, les rétentions post-fausse couche, et j'allais dire, etc., etc. On n'a pas finalement tellement de limites. Demain, à part l'hystéroscopie, donc là, les gestes qu'on fait aujourd'hui, mais on va pouvoir aussi étendre à tout ce qui est thermocoagulation de l'endomètre, type Novachure, qui sont des techniques de radiofréquence qu'on rediscutera un peu dans la suite, qu'on va pouvoir faire aussi sous anesthésie locale, et notamment les conisations, également, qui sont déjà faites dans l'établissement à plus de 90% des cas sous anesthésie locale. Et aujourd'hui, effectivement, on se pose la question, bah, finalement, également, c'est un bon geste qu'on va pouvoir déplacer du bloc opératoire, j'allais dire, en consultation dans notre salle hors bloc. Je voulais vous faire un petit topo plus précisément sur les hystéroscopies, parce que c'était ça beaucoup la nouveauté, comme vous l'avez vu, sur les saignements et les polypes utérins, pour vous donner un panel de se dire, bah, c'est un problème qui est ultra fréquent pour les patientes, pour les femmes, et de se dire bah, que c'est autant de gestes qu'on peut déplacer du bloc en consultation, et donc encore une fois, pour bien simplifier. L'héménométrorragie, ce qu'il faut voir des patientes, c'est quand même 30%, donc les saignements importants ou irréguliers des patientes, 30% des femmes en âge de procréer, donc c'est une femme sur trois qui vont avoir au cours de leur vie un problème de saignement, donc c'est pas un épiphénomène, c'est vraiment un problème qui est très fréquent et donc pour lequel il faut vraiment prendre ce problème à bras le cœur, comme on dirait. 50% dans la période périménopausique, donc là c'est encore plus fou dans cette période, une patiente sur deux vont avoir des problèmes de saignement. Alors là aussi, on ne dit pas que toutes les patientes vont avoir nécessité un geste ou quoi que ce soit, mais encore une fois, il faut savoir l'évoquer, échanger avec nos femmes, nos patientes, en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Enfin, est-ce que vous êtes gêné, pas gêné? Et est-ce que justement, en tout cas, il y a des solutions qui existent? Bien entendu, c'est influencé par plusieurs paramètres. On peut déjà retrouver des troubles de la coagulation qui sont souvent, qui peuvent être découverts d'ailleurs dans cette période périménopausique, c'est le premier point. Les hyperplasies justement endométriales et les polypes, très 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 fréquents, et les fibromes que je vous ai mis, justement, ça représente 20 à 40% des femmes en âge de procréer, donc c'est aussi un problème très fréquent. Encore une fois, on ne dit pas que tous les fibromes, bien entendu, et loin de là, sont à traiter, mais en tout cas, encore une fois, vigilance à celles qui deviennent symptomatiques et pour lesquelles on peut leur proposer des gestes simples. Les conséquences, toute consultation gynécologique confondue, ces problèmes-là, c'est une patiente sur cinq. C'est-à-dire que c'est 20% de consultations gynécologiques qui viennent avec ce motif. Donc c'est énorme. C'est vraiment un problème qui est très très fréquent et pour lequel tous ceux qui sont confrontés à une consultation gynécologique, que ce soit médecin traitant, sage-femme, gynécologue, peu importe, on est tous été confrontés, on est tous quotidiennement confrontés à ce problème-là. Et c'est pour ça que
dans un problème encore une fois fréquent, il faut pour pouvoir proposer une stratégie de prise en charge la plus optimale possible. L'impact évidemment dans la vie des patientes, on va le revoir et ça c'est très important, l'impact sur la qualité de vie. Il faut savoir que ces problèmes très fréquents, ça procure parfois de l'anémie, de la douleur, de l'inconfort, parfois psychologique, stress, anxiété et ça il faut pas le négliger. Toutes les patientes qui ont des gros problèmes de saignement dans ces périodes-là, notamment dans les saignements, vont tous être dans le stress et l'anxiété. Par exemple, se dire: «Bah, oui, là, je suis à double protection. Si jamais, entre guillemets, mes protections, entre guillemets, débordent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver au boulot, dans la rue, et cetera. Comment je vais faire? J'ai pas forcément, des toilettes à côté pour pouvoir me changer, et cetera». Donc c'est parfois très, très pourvoyeur, de stress ou d'anxiété. Donc ça aussi, c'est très important et donc évidemment, un retentissement social et professionnel très important. Parfois avec de l'absentéisme, que ce soit scolaire, moins on a vu évidemment chez les femmes très jeunes, mais en tout cas aussi professionnel. Limitation des activités sociales aussi, il y a beaucoup de patientes qui nous le disent: «Bah, moi, je sais que pendant mes règles, c'est même pas la peine de programmer des choses. De toute façon, je suis tellement indisposée que, enfin, je peux rien prévoir, quoi». Économique et ça aussi, c'est pas un épiphénomène, on l'a beaucoup évoqué ces derniers temps. Coût de soins, coût de évidemment dans les protections, hein, donc ça, c'est évidemment, un problème qu'il faut pas négliger. Les protections périodiques, c'est un problème qui coûte très cher et notamment quand on change plus de 10 à 15 fois par jour et parfois la double protection, ben, on voit bien que quelque part, il faudra avoir des actions dans certains laboratoires, enfin, ou de certains producteurs de protection parce qu'effectivement, ces patientes-là, bah, achètent beaucoup, beaucoup et donc ça représente un coût indirect qui est non négligeable. La perte de productivité, encore une fois pareil, s'il y a de l'absentéisme, la limitation d'activité sociale ou autre, et bien évidemment, on est moins productif, c'est évidemment une conséquence. La qualité de vie globale et sexuelle, encore une fois, quelque chose qui revient tous les mois, ça peut que impacter chez certaines patientes, celle de leur qualité de vie et aussi sexuelle, parce que aussi ça peut être des pertes qui peuvent durer plus d'une quinzaine, voire 3 semaines, voire sans arrêt. Et ça aussi, dans la qualité de vie sexuelle, il y a un impact direct. Les bilans, pour faire simple, et c'était pas l'objet du topo, mais en fait, c'est aussi pour dire que le bilan, il n'est pas très compliqué. Encore une fois, bien interroger nos patients, bien les écouter, bien les entendre. Et c'est évidemment quelque chose qui est très important. Il faut creuser un petit peu dans ce souci-là. L'examen clinique, évidemment, gynécologique et général, bien entendu. L'échographie pelvienne, qui est vraiment l'examen qui est pilier dans notre prise en charge. Et un bilan de coagulation, à ne pas hésiter, évidemment, dans le bilan, comme on l'a vu, dans la découverte d'anomalies de la sphère coagulante. Pour faire simple, les traitements, là aussi, on va faire très, très simple. Il existe plein de traitements. Et là aussi, encore une fois, c'est la décision médicale partagée qui est très importante. On a des traitements médicaux, on a des traitements chirurgicaux conservateurs au nom de l'utérus, on a des traitements en radiologie interventionnelle avec l'embolisation. Peu importe, finalement, il n'y a pas de choix idéal. C'est le choix de la patiente avec le conseil qu'on leur fait. Et donc, c'est une décision, vraiment le principe clé de la décision médicale partagée. Elle doit être au courant des tenants et des aboutissants, des conséquences, des risques dans chaque geste qui vont nous permettre de proposer après le meilleur traitement pour chaque patiente et ça, c'est important. Évidemment, l'hystéroscopie, donc un des traitements et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans les ménométrorragies, on faisait beaucoup, beaucoup de traitements, que ce soit médicaux et ça, on le fait toujours, mais dans les techniques hystéroscopiques, il faut savoir qu'on faisait beaucoup de curetage simple, mais qui étaient pas très bien efficaces dans le temps et on sait pas enfin, aujourd'hui, c'est pas le traitement de choix. Peut-être, Jaime, il reste peut-être une indication dans le cadre de l'urgence absolue cataclysmique de faire un curetage en urgence pour des saignements, mais à part cette solution, il y a encore que, on peut proposer d'autres choses aujourd'hui. L'endométrectomie, donc c'est vraiment l'idée qu'un résecteur par voie hystéroscopique, on est réséqué. Donc là, je vous ai pas mis de vidéo, mais on est vraiment comme des résections de vessie ou d'autres, on est réséqué l'endomètre. C'était très long, fastidieux et on n'avait pas des gros taux de succès à long terme. Et donc voilà. La résection de la cause, très important, c'est sûr que les polypes et fibromes, c'est facile, là c'est efficace. On peut le faire aussi hors bloc, mieux sûr. Et ce qui est important, c'est que les polypes et fibromes sont souvent aussi très responsables de saignements et à la fois on traite une cause, on a un diagnostic et en plus on fait le traitement souvent dans le même temps, par ailleurs. L'hystéroscopie, quand il n'y a pas de polype ou de fibrome, d'autres choses, associé à la thermocoagulation de l'endomètre, bien qu'aussi on peut le faire avec, à la suite d'une résection de polype ou de fibrome, très importante, très efficace. Plus de 90% des patientes sont très, 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 très satisfaites, avec pratiquement 40 à 50% en aménorrhée ou pratiquement. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je vous avais vous remontrer un petit peu les images en hystéroscopie et un peu pour discuter de la suite. Là, c'était le propos de faire justement une technique de thermocoagulation de l'endomètre, donc pour traiter les saignements. Donc, on rentre finalement dans la cavité utérine simplement.
on va faire le diagnostic. On voit ce qu'on appelle les ostiums, donc c'est les orifices des trompes gauche à droite. Pas d'autres anomalies dans la cavité. On voit les petits fragments de la muqueuse qui, là, on le voit en haut, c'est juste une travée que j'ai fait avec mon hystéroscope. Donc, on voit bien l'épaisseur, ça représente bien l'épaisseur de l'hystéroscopie, enfin, en tout cas de l'endomètre, pardon. Et donc, on va faire ce bilan-là. Une fois qu'on l'a fait et qu'on est parti sur une stratégie, par exemple, là, chez cette patiente de cautérisation, on va en fait simplement déployer un dispositif qui est simple, qu'on va pouvoir faire. Donc là, les vidéos sont au bloc, mais demain, on va le faire en consultation et qui finalement est un dispositif qui est très simple, que vous voyez une sorte de petite épuisette au bout, qui va vraiment nous permettre de le déployer, évidemment réglé en termes de taille en fonction de l'utérus. Et c'est un dispositif qui est tout automatisé et qui vient par radiofréquence cautériser l'endomètre, qui vont nous permettre de réaliser le geste là. Une fois qu'on a réalisé le geste, on va retourner voir en hystéroscopie. Et là, on voit bien que la même cavité que je vous ai filmé il y a 5 minutes, on voit bien, donc là, il y a quelques débris, on va voir le temps que ça se nettoie. On voit bien la différence après la cautérisation. L'endomètre est devenu blanc, bien cautérisé. Donc, on a bien traité cette patiente avec l'ensemble de la cautérisation. C'est une patiente qui, là, on le voit très, très bien, très, très beau résultat au Novachur. Donc, ça va être une patiente qui va vraiment permettre d'avoir bénéficié d'un geste complet, facile et faiblement efficace. Cette radiofréquence, facilité du geste, 90% de dames hyper satisfaites, avec un petit risque de récidive de moins d'une patiente sur trois, mais c'est surtout vrai chez les très jeunes, mais on peut le refaire si besoin. Donc c'est vraiment l'idée de faire ça. Simplicité et rapidité du geste, vous avez bien compris, moins de 10 minutes, donc sous AL, ça se fait super bien. Aujourd'hui, il y a une technique qui est un peu plus compliquée d'anesthésie locale. On va anesthésier le col et le fond de l'utérus, mais effectivement, on va pouvoir le proposer de plus en plus de mains sous anesthésie locale en hors bloc, et ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'était un autre exemple pour le matériel qu'on a besoin pour l'hystéroscopie résection de polypes, de la même façon hors bloc, c'est-à-dire qu'on a un hystéroscope, quelques instruments finalement très simples avec des bougies pour pouvoir dilater un peu le col, notre hystéroscope qu'on vient rentrer dans l'utérus pour faire à la fois le diagnostic et à la fois le traitement avec ce qu'on appelle des shavers qui vont nous permettre d'aspirer le polype et de le réséquer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi. Un polype, en moyenne, ça me prend, allez, moins de 10 minutes aujourd'hui pour tout avoir fait. Donc, c'est quelque chose de simple, sous anesthésie locale, encore une fois, en hors bloc, avec des patientes ultra satisfaites à la sortie parce qu'on leur a épargné beaucoup de choses. Quel protocole d'anesthésie? Et c'est vrai que c'est ça qui est important. On leur donne souvent une prémédication, Doliprane, un peu d'AINS éventuellement. Et encore que la plupart du temps, elles le prennent pas forcément et ça se passe pas forcément, enfin, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, je suis persuadé que finalement, encore une fois, si la patiente est bien préparée au geste, il n'y a pas de souci. Et ça, ce qui est très important, c'est la gestion de l'environnement. Le cocooning avec l'IDE de consultation, mais on pourrait dire l'IDE de consultation hors bloc, qui est très important. La prise en charge, l'explication du geste qui a été déjà fait en consultation pré-op, mais aussi avec nos infirmières qui vont pouvoir reprendre, les rassurer, la musique, le Calinox et hypnose. Le Calinox très peu. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai pas ressenti le besoin de l'utiliser. L'hypnose, finalement, l'hypnose conversationnelle, ou alors, effectivement, toujours parler, toujours bien expliquer. C'est vrai que c'est très important. L'hystéroscopie diagnostique, la plupart du temps, on fait pas d'anesthésie. On a des hystéroscopes tellement fins, 2-3 millimètres, qui nous permettent de pas en faire. Et l'hystéroscopie opératoire, souvent, on fait qu'un bloc paracervical, donc qui consiste qu'à une injection de xylocaïne adrénaliné ou non, en fonction des équipes, dans le col, dilué la plupart du temps pour mieux avoir une tolérance pour les patientes. Et ça suffit. Il n'y a que ça. La conisation, c'est pareil. Il n'y a que ça. Donc c'est vraiment, on est passé d'une prise en charge à l'époque au bloc sous AG, où aujourd'hui, on fait le même geste en 10-15 minutes, parcours beaucoup plus simple, sous local. C'était pour vous présenter un peu le principe de la prise en charge. On rentre effectivement dans une salle d'attente, donc ça, c'est finalement le couloir, vous voyez, juste avant la porte. En fait, c'est notre couloir de consultation où il y a tous les box de consultation. Donc, c'est vraiment implanté dans notre service de consultation. On a une salle d'attente, assez simple, mais il n'y a jamais plus d'une patiente finalement en attente parce qu'on organise évidemment les gestes pour le confort de nos patientes et pour pas que ça soit qu'il y ait beaucoup de monde. Et donc ça, c'est juste une organisation évidemment dans la programmation des gestes. Et vous voyez au fond, il y a une petite salle toilette avec l'ensemble des matériels pour qu'elles puissent se changer, poser leurs affaires et, j'allais dire, rentrer dans notre salle hors bloc qui est ici par ailleurs. Donc elles rentrent dans une porte dédiée à droite, là qu'on voit tout à droite de l'écran, une fois changées, et on peut les installer dans notre salle dit hors bloc qu'on a dans notre consultation.
finalement, de cette salle, elle a nécessité quelques travaux, évidemment, pour la sécurité, puisque on avait besoin un peu d'air, d'oxygène, du vide, etc. Donc ça avait permis, on a quand même dû regarder à ça pour le confort, mais c'est pas une contre-indication. On avait aussi étudié le fait de prendre des pompes à vide externes, de l'oxygène notamment sur bouteille, etc. Donc ça, c'est possible. Donc là, vous voyez, c'est une vieille, entre guillemets, colonne de cystoscopie, mais qui est déjà en Full HD, donc c'est déjà une image qui est très très bien. Enfin là, LED HD, pas Full HD, mais LED HD, donc qui nous fait une très belle image, avec effectivement le vide, l'oxygène, une pompe à pression pour nous insuffler effectivement le sérum physiologique lors de la procédure. Bon, une lampe très banale, l'aspiration avec des bocaux, finalement qu'on retrouve dans beaucoup de blocs opératoires, donc assez classique, une table électrique qui permet d'installer la patiente, finalement un peu comme on consulte, de manière aussi assez simple. On a une auge pour se laver les mains, bon, et deux, trois autres choses parce qu'on fait d'autres gestes. Là, je vous montrais juste attenant, justement, on a toute une salle de décontamination. Donc ça aussi, ça a été un petit travail avec Marina, une de nos super infirmières de consultation, avec qui était vraiment partie prenante depuis le début de l'organisation de ce parcours et qui nous a vraiment permis à la fois de développer ce parcours, encore une fois le cocooning avec les patientes, et là aussi, bah, les patientes sont contentes, Marina et les autres, puisqu'on a Anaïs aussi, et Solène, etc., sont très contentes. Ça a permis en fait que tout le monde soit partie prenante du projet et comme tout le monde est content, bah, c'est très agréable. Et évidemment, on sait que travailler dans une ambiance comme ça, c'est évidemment super. Donc ça, salle de décontamination, on fait tremper le matériel avant de retourner à la stérilisation, au bloc opératoire, à la stérilisation centrale qu'on a encore sur site. Comment débuter? C'est vrai que s'il y a parfois des gynécos et des médecins, on dit souvent, bah, il faut débuter par des gestes simples, bien sélectionner les patientes. Au début, souvent, de les faire au bloc pour bien maîtriser le matériel. L'anesthésie locale et le geste hors bloc, si vous avez bien saisi, c'est vraiment le cocooning, le pilier de la prise en charge. Donc, il faut pas qu'il y ait d'hésitation, il faut pas qu'il y ait de doute dans le geste, il faut que l'ensemble de l'équipe connaisse bien le geste. Il faut que tout le monde soit, voilà, parfaitement au taquet sur ce qu'ils ont à faire et notamment la gestion de la patiente, et ça, c'est très important. Donc la cohésion de l'équipe indispensable, les secrétaires médicales aussi, comment elles aussi, elles font un travail extraordinaire dans tout le parcours pour pouvoir leur expliquer le geste, le parcours, enfin, etc. C'est très, très important. Et évidemment, encore une fois, l'adhésion de la patiente. Aujourd'hui, il n'y a jamais un geste qui est imposé, il est toujours expliqué, consenti, et dans le sens, on leur propose toujours, même encore par principe, si elles le souhaitent, on peut faire sous-âgé, mais aujourd'hui, enfin, il n'y en a pas une qui regrette, et j'espère, le geste sous local, et de se dire, c'est vraiment, elles sont même demandeuses aujourd'hui, moins de stress, c'est plus simple. On a toujours les recueils en nous disant, mais moi, j'aurais pas besoin, voilà, d'arrêt de travail, j'ai pas besoin de poser une journée, je viens comme on consulte, je repars. C'est vraiment beaucoup plus simple. Si refus, ou aussi si toute difficulté technique pendant le geste ou à tout moment, on peut reprogrammer le geste. Ça aussi, c'est un deal qu'on fait toujours avec les patients. Je leur dis toujours, vous savez, si vous avez des douleurs, si le geste il devient inconfortable, si vous avez changé d'avis, on peut arrêter à tout moment et on le programme au bloc. Il n'y a aucun souci. On a cette procédure et cette patiente, enfin, ces patientes, elles ont l'assurance qu'à tout moment, on peut vraiment voilà, stopper le geste. Ça nous est déjà arrivé. Voilà, la patiente qui venait douloureuse ou pour X ou Y était très inquiète ou pour plein de soucis, enfin finalement peu importe, si elles le veulent, on peut refaire le geste, reprogrammer le geste au bloc dans une procédure dite plutôt conventionnelle classique. L'information sur le parcours est très importante et on en a un peu parlé avec la cohésion de l'équipe et des secrétaires médicales qui jouent un rôle prépondérant là-dessus et ça c'est très important. L'information sur le déroulement du geste, les fiches d'infos, etc. Ça aussi c'est très important. Toujours on part du principe dans l'équipe, si le geste il est bien expliqué à la patiente, elle sait ce qu'on va faire, elle sait le but aussi pourquoi on fait ça, bah, finalement tout devient plus simple. On l'aura averti, on leur a informé des moments. Au cours du geste, on continue à leur parler, à échanger en disant bah là, vous voyez, c'est un moment qui peut être un peu plus douloureux, c'est un moment qui peut être ça. Mais finalement, bah, elles n'ont pas de crainte, pas d'anxiété, sereines. Et comme ça, bah, évidemment, tout se passe bien. Quel parcours? Et ça, vous le verrez, on a fait aussi le parallélisme avec le parcours au bloc. Donc, simplement, bah, il y a toujours une consultation de façon médicale préopératoire, peu importe. On programme le geste avec nos secrétaires médicales. Le jour J, elles viennent finalement, elles font la même entrée en hospitalisation qu'au bloc opératoire, c'est-à-dire qu'elles rentrent, elles ouvrent leur hospitalisation, mais au lieu de monter finalement au bloc opératoire dans un parcours en tricourt, J0, en but, peu importe lequel en fonction des blocs, là elles viennent dans notre service. Donc déjà, premier avantage, elles retrouvent le service qu'elles connaissent déjà. C'est connu, le cheminement il est connu. Enfin, il n'y a pas, voilà, on découvre pas un nouvel endroit, on découvre pas une nouvelle aile de la clinique à ce moment-là. C'est tout connu.
L'infirmière est prévenue de l'arrivée de la patiente. Toujours pareil, checklist. À l'accueil de la patiente dans la salle d'attente qu'on a vue, checklist admission. Bonjour madame, vous venez pourquoi? Vous êtes bien madame X, date de naissance, tout ça, ça, c'est qui vous opère, etc. Elle lui donne, une fois le checklist faite, elle leur donne évidemment de quoi se changer, lui expliquer comment il faut qu'elle se change, comment l'installation. Après, elle va préparer en parallèle le matériel, l'installation de la patience. Checklist, évidemment, très importante, go, no go, avant de débuter le geste opératoire. On fait le geste opératoire, évidemment, dès que le médecin et dès que je suis dispo, enfin, évidemment, euh, le geste opératoire se fait. Souvent, on arrive à peu près au moment de l'installation de la patiente qui nous permettent de rediscuter avec la patiente, d'aider aussi à la préparation du matériel avec l'infirmière. On réalise le geste, voilà, c'est local, etc. Les surveillances post-op, etc. Je l'ai pas dit, évidemment, l'accueil par l'IDE, il y a toute la procédure habituelle, tension, consigne de gêne ou pas, est-ce qu'il y en avait, les antico, enfin tout ça. Surveillance post-op, la même façon, on surveille la douleur, les constantes, on leur donne une petite collation, et la patiente, normalement, sort avec tous ses comptes rendus, opératoires, compte rendu d'hospice, les consignes de sortie, les numéros d'urgence, etc. Et elles ont in fine, une consultation post-op, bien entendu. Et finalement, la stratégie et le protocole de prise en charge est la même qu'au bloc, c'est-à-dire souvent un appel du lendemain pour leur demander est-ce que le geste s'est bien passé, est-ce qu'il n'y a pas de souci. Et le côté, évidemment, à tout moment, elles peuvent revenir nous voir, que ce soit en consultation, en urgence ou peu importe, pour tout souci. Ça, c'est ce que je vous mettais un petit peu, ça c'était le parcours au bloc standard. Et c'est vrai que finalement, vous avez bien vu ces mêmes étapes, hein, consultation préparatoire, programmation du geste, sauf que là, on va rajouter des étapes. Consultation anesthésie, l'admission, elle reste, change de tenue vestimentaire, elle reste. Mais là, déjà, il y a pas un écueil, parce que là, on reste toujours finalement physiquement avec tout son matériel, ses vêtements, alors que là, on va dans une chambre qu'on connaît pas, etc., que ses tenues vestimentaires suivent la patiente dans des sacs ou avec des brancardiers, etc. On attend au bloc, alors que là, en consultation, on n'attend pas au bloc. L'installation au bloc, c'est toujours pareil. L'anesthésie générale OLR, donc il y a une mise en place d'une perfusion, une infirmière anesthésiste la plupart du temps qui va lui expliquer tout ça. L'anesthésie va se faire. Geste opératoire, bon ça bouge pas. La salle de réveil, il n'y en a plus. Service ambulatoire, il n'y en a plus. Et visite et sortie programmée. Donc finalement, en hors bloc, on a supprimé beaucoup d'étapes. Et c'est vrai que j'avais laissé installation en bloc, mais c'est installation évidemment de consultation, vous avez bien saisi. Mais tout ce qui est anesthésie, il y en a plus. L'attente au bloc, il y en a plus. On a aussi beaucoup fluidifié, et ça, on le méjuge beaucoup. Mais la prise en charge même d'un geste ambulatoire, on se rend jamais compte, mais du temps que les patientes ont attendu, même si on a une stratégie de programmation des gestes au plus près d'un programme hypothétique et prévisionnel du bloc. Mais on sait toujours, et ce que je dis aux patientes, c'est très difficile d'être visionnaire sur le bloc opératoire. Donc je leur dis souvent, on essaie de faire au mieux, mais si la personne d'avant a pris une heure de plus, ça décale tout le monde et ça elles attendent. En consultation, c'est pas le cas. Il y a très peu d'aléas. On les programme de fait qu'on n'enchaîne pas beaucoup ces gestes-là enchaînés, par exemple 3 gestes d'affilée. C'est-à-dire qu'on fait une patiente, on prend bien le temps, on bloque vraiment un bon créneau qui permettent vraiment d'être de la fluidité et aucune période d'attente, que ce soit de la patiente, de l'infirmière de consultation, du chirurgien. Enfin, c'est vraiment parfait. Donc, si j'ai besoin de reprendre vraiment le côté moins invasif, pas d'anesthésie, donc encore une fois, une récupération beaucoup plus rapide. La plupart du temps, il n'y a pas besoin d'arrêt de travail pour ce type de geste. Donc, les patientes, elles recommencent à bosser soit le jour même ou le lendemain. Ça se fait sur une demi-journée. Je mets ça parce que même si vous avez bien saisi qu'on a vraiment optimisé le parcours, mais tout de même, le temps d'arrivée, le temps de la collation, le temps de la surveillance, il y a quand même des critères de sécurité à pas négliger. Donc, il faut quand même 3-4 heures finalement, environ 3 heures sur site. Finalement, c'est vite arrivé si on veut faire les choses bien. Et encore une fois, patiente très satisfaite de l'ensemble de la prise en charge. Donc c'est vraiment un projet qui nous a vraiment tenu à cœur parce que vraiment le centre, la patiente est satisfaite. Et pour nous, évidemment, c'était finalement l'objectif ultime, c'est ça. Et qu'il y ait des bénéfices à côté, tant mieux. Mais évidemment, c'était évidemment pour nos patientes. Ça, c'était pour vous donner une idée un peu du projet, comment c'est créé, hein. On a créé un projet d'équipe en 2022 avec les collègues, de se dire, tiens, on a vu la direction, on le dit, mais est-ce que vous êtes d'accord? On a commencé à voir le matériel, quel matériel serait le plus optimisé. Donc, vous voyez assez vite, hein, septembre-novembre 2022.
On a mai-juin 2023, donc finalement 6 mois après, eu nos travaux finis. Donc là, on l'a mal mis, mais entre septembre et mai, on a eu la chance que tout notre service devait, on a beaucoup grandi, grossi, donc on avait besoin d'un nouveau service de consultation, donc ce qui nous a permis évidemment d'intégrer pleinement une salle technique hors bloc dans le projet architectural qu'on a reçu en mai-juin 2023. Dans cette période-là, on en faisait, commençait déjà à en faire, mais sur un autre plateau technique, mais peu importe. Et août-septembre 2023, effectivement, on avait refait des essais, on a formé nos IDE de consultation, on les a fait venir au bloc pour les former justement au dispositif, on leur a remontré, entre guillemets, leurs futures tâches, parce que effectivement, c'est pour ça que je dis infirmière de hors bloc. Bien entendu, on tend un peu ça. Donc, au moins cette connaissance, évidemment, des parcours de stérilisation, des essais, enfin, etc. Et ça, c'était vraiment important, évidemment, toujours pour la sécurité de nos patientes. Ce qu'on a mis effectivement en octobre-novembre 2023. Et depuis, effectivement, on est lancé, je dirais, à fond. Et tous les premières patientes, et maintenant on en a fait plusieurs, évidemment, plusieurs dizaines, depuis novembre 2023, donc depuis un peu plus de 6 mois, et ben effectivement, aujourd'hui, ça y est, au bout de 6 mois, on a une programmation qui est fluide. On n'a plus voilà, de questionnement sur le matériel. Tout le monde est hyper au taquet. C'est hyper fluide. Les patientes, j'allais dire, s'en rendent même plus compte. Et c'est évidemment super. Les difficultés, comme vous l'avez vu, évidemment, il y a toujours des difficultés. Mais rien d'insurmontable, je vous rassure. Réunion avec l'administration, le DIM, bah, c'est toujours évidemment, il faut prendre le temps d'aller exposer ce nouveau programme. Ça prend du temps, convaincre les personnels qu'on a en face. La gestion de la salle technique, beaucoup de prévisions sur les travaux, l'installation, le matériel. Anecdote, mais par exemple pour tirer l'oxygène à vide, qui pour nous paraissait beaucoup plus simple dans notre salle hors bloc plutôt que la gestion de bouteilles, comme vous l'avez vu, elle n'est pas non plus si grande. Ben, on a dû couper toute l'alimentation, toute la clinique pendant 2 jours, notamment la réanimation, etc. Donc ça a été vraiment un challenge très important et partie prenante de l'ensemble de l'établissement et des équipes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bah, évidemment super fluide. Gestion du matériel délocalisé du bloc. Donc ça aussi, ça a été toujours avoir une bonne transmission du matériel avec le bloc, la stérilisation pour pas évidemment de faire de fautes X ou Y. Donc ça, c'est très important. La formation des idées, je vous l'ai déjà dit, je viens de vous le dire, mais aussi les former à la checklist. Et ça aussi, ça a été aussi très important au parcours ambulatoire, parce que finalement, on avait des infirmières qui sont extraordinaires, très investies, et avec lesquelles on faisait déjà beaucoup, beaucoup de gestes, je vais dire, en consultation, et qui nous aident vraiment au quotidien. Mais aussi, ces infirmières, elles n'avaient pas du tout la culture du bloc opératoire. Et comme vous avez bien saisi, on a délocalisé ce qu'on faisait au bloc en hors bloc, mais pour nous, c'était une condition sine qua non. C'est-à-dire que l'ensemble des conditions de sécurité, checklist, pardon, l'identification des patients, etc., etc., ça devait être superposé et qu'il ne devait ne pas y avoir aucune différence avec ce qu'on faisait déjà au bloc opératoire. Donc ça a été, il a fallu les former à cette philosophie un peu du bloc, des checklists, du parcours, voilà un petit peu l'étiquetage des prélèvements, enfin bon, ça, elle savait déjà très bien faire, mais etc. Puis après, bah, évidemment, faire les premiers gestes, hein, se lancer. Et aujourd'hui, bah, prendre confiance pour poser le geste à plus de patientes. Aujourd'hui, on est largement, on se pose plus trop de questions finalement, à part évidemment la bonne sélection des patientes pour ce type de geste. Mais je vais dire aujourd'hui, maintenant, c'est plus que lancé. Voilà. J'espère que j'ai réussi à vous faire un petit panel sur voilà, ces gestes hors bloc maintenant en dehors donc du bloc opératoire. Pourquoi c'était intéressant, quels étaient les bénéfices. On a un peu plus focalisé sur l'hystéroscopie parce que je pense que c'est un exemple qu'aujourd'hui qui est le plus parlant. Mais voilà. Donc bien dispo évidemment si vous avez des questions, des interrogations, pas de souci.